Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le deuxième cours de la pathologie surrénalienne destiné aux étudiants en médecine en 5e année à la faculté de Batna. C'est le syndrome de Cushing. En introduction, l'hypercorticisme est une affection rare. Elle touche beaucoup plus les femmes comparativement aux hommes et surtout les femmes d'âge moyen entre 30 et 40 ans. L'hypercorticisme est un ensemble de manifestations cliniques et biologiques qui sont dues à un excès chronique de glucocorticoïdes sécrétés par la zone fasciculée de la surrénale. En dehors des causes iatrogènes, qui sont beaucoup plus la prise de corticoïdes au long cours, les adénomes hypophysaires corticotropes restent la cause la plus fréquente du syndrome de Cushing. Cette pathologie a été décrite la première fois par M. Cushing Harvey Williams, qui est un neurochirurgien fondateur de la neurochirurgie, et c'est lui qui avait découvert le premier ce syndrome, portant son nom depuis 1932. Si on essaie de définir le syndrome de Cushing, c'est un dysfonctionnement surrénalien caractérisé par un hypercortisolisme endogène, c'est-à-dire non exogène, inapproprié, qui ne va pas être freiné et qui va être associé à la perte du rythme circadien de sécrétion du cortisol. Ce syndrome de Cushing a plusieurs caractéristiques cliniques et son diagnostic positif se base sur plusieurs anomalies qui se regroupent. D'abord, ce sont les anomalies morphologiques qui sont dues à l'effet catabolique des glucocorticoïdes qui sont sécrétés en excès. Donc cet excès de glucocorticoïdes va être responsable d'une amyotrophie qui touche essentiellement les ceintures de l'abdomen avec une discrète amyotrophie. Donc cette discrète amyotrophie, si elle est là, elle peut donner un signe de tabouret qui est positif. Deuxième signe clinique morphologique, c'est l'atrophie cutanée et sous-cutanée qui va être responsable d'une cicatrisation qui va se faire très lentement, avec une peau qui est très fine, amincie, surtout au niveau des mains, qu'on appelle donc en feuilles de papier à cigarette. On peut retrouver aussi des ecchymoses qui surviennent au moindre choc, siégeant essentiellement au niveau de la crête tibiale, au niveau du dos de la main, au niveau des avant-bras, comme on peut avoir des vergetures cutanées qui sont très caractéristiques. À la différence des vergetures retrouvées dans les obésités simples, dans le syndrome de Cushing, ces vergetures sont larges, dépassant les 1 cm. Elles sont de coloration pourpre ou bien rosée, violacée. Elles siègent au niveau du flanc et la racine des membres et au niveau de la région mammaire. On peut avoir à côté une prise pondérale qui peut être modérée comme elle peut être manifeste. C'est avec une obésité facio-tronculaire qui respecte les extrémités. Un aspect en bosse de bison peut être révélé au niveau de la nuque et ce dernier résiste à la restriction calorique. Donc c'est un patient qui aura une obésité facio-tronculaire avec des membres qui sont grêles, secondaires à la myotrophie. On peut aussi avoir une érythrose des pommettes avec un visage qui est arrondi, il est bouffi, avec des pommettes qui sont rosées et tout ça va donner un faciès lunaire. On peut avoir des fractures spontanées, essentiellement au niveau des côtes et au niveau des vertèbres, comme on peut avoir des troubles gonadiques aussi bien chez la femme que chez l'homme. L'hypertension artérielle peut être là et elle est généralement modérée. On peut avoir des troubles neuropsychologiques pouvant aller de la simple anxiété jusqu'à la psychose hallucinatoire avec une tendance suicidaire. On peut aussi avoir une malodormie très caractéristique d'une étiologie particulière du syndrome de Cushing qui est la maladie de Cushing. Comme on peut avoir d'autres troubles digestifs et des infections surtout fongiques. Sur cette plaque, on peut voir en haut et à gauche une patiente qui a un visage qui est arrondi, qui est bouffi, avec de multiples ecchymoses au niveau des mains. Donc sur la photo en haut et à droite, c'est surtout les ecchymoses qui signent la fragilité cutanée. Et en bas, on peut voir les typiques vergetures du patient qui a un syndrome de Cushing, qui sont larges et qui siègent tout au long du flanc au niveau péri-ombilical, et elles ont la caractéristique d'être de coloration rose, rosacée ou bien pourpre. Toujours pour le faciès lunaire, c'est une patiente à droite ou bien même à gauche qui présente un visage qui est arrondi, bouffi, avec des pommettes qui sont rosacées.
La classique obésité, donc facio-tronculaire, on la voit chez l'enfant en haut et à gauche. Et à droite, on peut voir la classique bosse de bison. Ici, on peut voir une malade qui présente un syndrome de Cushing avant traitement, où on constate vraiment cette bouffissure du visage, donc avec un faciès lunaire et des pommettes rosacées, et 2 ans après la guérison de cette pathologie. Alors, on peut avoir d'autres anomalies morphologiques à côté de ceux qu'on vient de citer. Ce sont surtout les symptômes d'hyperandrogénie qui vont être moins spécifiques, à type de séborrhée au niveau du visage et du cuir chevelu. On peut avoir des lésions d'acné, on peut avoir un hirsutisme, on peut avoir aussi des œdèmes des membres inférieurs. Sur les 2 photos que vous voyez en bas, c'est la classique photo donc d'un hirsutisme avec la présence d'une petite moustache et d'une petite barbe, aussi bien pour la photo à droite qu'à gauche. Donc les principaux symptômes, pour récapituler, les principaux symptômes et signes cliniques du syndrome de Cushing sont essentiellement l'obésité et la bouffissure de la face. À côté, on peut avoir des troubles neuropsychiatriques, un tableau d'ostéoporose et un retard de croissance très caractéristique chez l'enfant. L'hypercortisolisme de l'enfant doit être évoqué essentiellement devant 2 signes qui sont l'obésité avec un arrêt de la croissance staturale et un retard pubertaire. Et quand l'hypercortisolisme survient chez l'enfant, c'est beaucoup plus de pronostics mauvais parce que ce sont essentiellement des tumeurs surrénaliennes malignes. Passons maintenant au diagnostic biologique de cet hypercorticisme. On va commencer par les examens biologiques non spécifiques ou bien simples, tels qu'un dosage de la glycémie qui peut révéler l'existence d'une intolérance aux hydrates de carbone ou bien même un diabète sucré chez 25% des patients. À la formule de numération sanguine, on trouvera une polyglobulie avec une hyperleucocytose polynucléaire neutrophile et une lymphopénie. L'ionogramme va révéler l'existence d'une hypocalémie avec une alcalose hypochlorémique et le dosage du calcium va révéler une hypercalciurie qui va être responsable de lithiase. Pour les anomalies biologiques spécifiques, on a des anomalies quantitatives au début. Donc on pourra identifier par le dosage du cortisol plasmatique. Donc ce dosage va être élevé et il faut savoir qu'un dosage du cortisol à minuit inférieur à 1,8 microgramme par décilitre élimine un hypercorticisme. Ce dosage est surtout utile dans le cadre de l'évaluation du rythme circadien de sécrétion du cortisol. On fera un dosage du cortisol à 8 heures, un dosage à 16 heures et un dosage à nuit. La mesure du cortisol libre urinaire, c'est le meilleur test de dépistage. Il est toujours élevé dans le syndrome de Cushing. Même si le cortisol plasmatique à 8 heures est normal, si vous avez un taux de cortisol libre urinaire élevé, ça réconforte le diagnostic du syndrome de Cushing. Un autre moyen de diagnostic est le cortisol salivaire qui n'est pas encore utilisé ou bien qui n'est pas en cours de routine en Algérie. Donc ce dernier peut être dosé dans des prélèvements vespéraux et réalisé en ambulatoire sans qu'il y ait nécessité d'hospitaliser le patient. Pour les anomalies qualitatives, c'est surtout la rupture du rythme nictémaral de sécrétion du cortisol. Physiologiquement, on a le taux de cortisol le plus élevé le matin et le plus bas en fin de journée. En cas d'hypercorticisme, ce rythme va être rompu et on aura un cortisol qui restera élevé tout au long de la journée. Pour le diagnostic étiologique, il fera appel à plusieurs moyens de diagnostic qui sont le dosage de la CTH comme premier élément. Donc si le taux est effondré inférieur à 5 picogrammes par millilitre, il s'agit d'un hypercorticisme ACTH indépendant. Et si le taux dépasse les 15 picogrammes par millilitre, il s'agit d'un hypercorticisme ACTH dépendant. Pour confirmer cette dépendance ou non de la CTH, on va être amené à faire 2 types de tests. C'est le test de freinage faible et le test de freinage fort. Si le test de freinage faible est négatif, ça confirme l'existence du syndrome de Cushing. Et en passant au test de freinage fort, si le test de freinage fort est positif, il s'agit d'une maladie de Cushing. S'il est négatif, il s'agit d'une cause surrénalienne. Alors, pour les étiologies du syndrome de Cushing, on a aussi 2 volets. Le syndrome de Cushing ACTH dépendant,
Et c'est essentiellement donc la maladie de Cushing qui est donc le chef de file. On aura une hyperplasie bilatérale des glandes surrénales avec un hypercorticisme secondaire à une production importante d'ACTH par l'hypophyse. Et c'est surtout ce sont ces adénomes hypophysaires corticotropes qui sont de type microadénome qui vont être responsables d'une production excessive donc de l'ACTH et donc d'une surstimulation des surrénales aboutissant à une hyperplasie bilatérale de ces glandes. Deuxième entité, toujours dans les syndromes de Cushing ACTH dépendant, c'est l'hypercorticisme paranéoplasique. C'est une sécrétion ectopique de l'ACTH qui va aussi être responsable d'une hyperplasie bilatérale de ces surrénales. Cette sécrétion peut se faire à l'occasion donc d'une tumeur bronchopulmonaire, c'est surtout le carcinome à petites cellules ou carcinoïdes, ou bien à l'occasion d'une tumeur pancréatique ou thymique. Mais là, le tableau est très parlant. Vous allez avoir un amaigrissement assez important avec une altération importante de l'état général. Pour les étiologies ACTH indépendantes, on a donc l'adénome bénin de la surrénale. On va trouver un taux d'ACTH qui va être bas, donc freiné par l'hypersécrétion du cortisol. Il n'y aura pas d'hyperandrogénie et les tests dynamiques, surtout le freinage fort dont on parle ici, donc va être négatif. Et la TDM va confirmer l'existence d'une masse unilatérale bien limitée. Quant au corticosurrénal en malin, donc qui est d'évolution rapide et de très mauvais pronostic, donc le tableau donc est bruyant. Donc c'est un patient qui va présenter des crampes musculaires, une hypertension artérielle, des troubles psychiques donc assez importants, avec une altération de l'état général et des signes non pas d'ursitisme mais des signes de virilisation sans qu'il y ait de mélanodermie pour écarter donc le syndrome de Cushing ACTH dépendant. La CTH donc dans cette affection donc va être basse et les tests des dynamiques vont être négatifs. Et l'imagerie confirmera l'existence d'une tumeur surrénalienne unilatérale volumineuse et parfois même l'existence donc de métastases surrénaliennes, métastases extrasurrénaliennes. Dans le deuxième c'est quand le dosage de la CTH est bas. Donc il s'agit d'un hypercorticisme ACTH indépendant et l'IRM permettra, donc abdominal, permettra de déceler donc l'adénome donc surrénalien, sans oublier donc le freinage fort à la dexaméthasone, donc qui permettra donc de confirmer le diagnostic. Donc sur cette plaque on peut voir donc une image donc d'une tumeur cortico-surrénalienne donc sécrétante. En haut et à droite un adénome donc hypophysaire et en bas la classique hyperplasie surrénalienne nodulaire. Pour le diagnostic différentiel, devant tout tableau d'hypercorticisme, il faut savoir écarter les autres possibilités. Donc c'est l'obésité simple, c'est très simple aussi donc de l'identifier et de la différencier donc de l'obésité facio-tronculaire d'un syndrome de Cushing. Le syndrome de Cushing est iatrogénique secondaire à la prise de corticoïdes. Et les pseudo-Cushing ou bien ce qu'on appelle les hypercorticismes fonctionnels. Donc on retrouve donc au cours des situations de stress intense, dans les dépressions sévères et les psychoses, chez les patients qui présentent un alcoolisme chronique ou qui présentent des états de dénutrition sévère par anorexie mentale. Dans toutes ces situations, il y aura une activation de l'axe corticotrope, mais ça va être des hypercortisolémies sans hypercorticisme. La prise de contraception ostroprogestative et la grossesse peuvent être aussi des situations qui peuvent simuler un tableau d'un syndrome de Cushing, vu l'augmentation du cortisol secondaire à l'augmentation de la protéine de transport qui est la transcortine, la CBG, mais il n'y aura pas de symptomatologie clinique. Les complications de cette pathologie sont possibles et elles sont multiples. Elles peuvent aller donc de l'insuffisance cardiaque en passant par le diabète sucré et les psychoses, sans oublier le risque qui est la lithiase rénale par augmentation de l'excrétion rénale du calcium par l'effet de cet hypercorticisme qui va et sans oublier aussi donc les possibles fractures de la colonne vertébrale. Pour le traitement, donc on dispose donc de plusieurs moyens thérapeutiques, le traitement médicamenteux, le traitement chirurgical. Le traitement médicamenteux fera appel aux anticortisoliques de synthèse qui vont entraîner une véritable surrénalectomie chimique. On a l'Oprime DDD ou bien le Mitotin, ce sont des comprimés à 500 mg. On peut donner de 3 à 6 grammes par jour pour une cure de 6 à 12 mois.
On peut faire appel au kétoconazole qui est un antimycosique prescrit à la dose de 200 à 1200 mg par jour. Sans oublier que si on met en route ce traitement, on doit surveiller très attentivement la fonction hépatique parce que c'est un médicament qui peut entraîner une cytolyse hépatique. On peut l'immunoglutamide et la métopyrone. La chirurgie comme deuxième arme donc thérapeutique, donc on peut être amené à réaliser une hypophysectomie par voie transphénoïdale donc chez les patients donc, qui présentent un adénome corticotrope, ou bien réaliser une surrénalectomie dans le cas où on est face à un adénome surrénalien bénin ou malin. Pour la radiothérapie, donc elle peut être proposée en complément de la chirurgie dans le cas de la maladie de Cushing. Les indications de ces moyens thérapeutiques se fera en fonction donc de l'étiologie. Si on est face à une maladie de Cushing, le traitement est d'abord donc chirurgical. Donc l'exérèse permettra la guérison dans 70% des cas. En cas d'échec ou de risque opératoire, on peut proposer donc l'oprime DDD associé à un traitement donc substitutif par hydrocortisone et fluhydrocortisone. Et les autres alternatives qui sont la radiothérapie, bien sûr une électomie donc bilatérale, sont rarement pratiquées dans le cas de la maladie de Cushing. Dans l'adénome bénin, on fera une surrénalectomie unilatérale. Et dans le corticosurrénalum, donc en l'absence de métastase, on fera aussi une surrénalectomie complétée par un traitement médical par l'oprime DDD. Dans les hypercorticismes paranéoplasiques, donc comme étiologie du syndrome de Cushing ACTH donc dépendant, donc on doit traiter ou bien faire une exérèse donc de la tumeur qui est responsable qui permettra un retour à la normale. Pour l'hyperplasie bilatérale nodulaire des surrénales, on fera une surrénalectomie bilatérale sans oublier qu'elle pourra être complétée par la radiothérapie donc hypophysaire et dans certains, donc si ce n'est pas dans tous les cas, donc proposer une substitution par hydrocortisone et fluhydrocortisone vu qu'on va réaliser une surrénalectomie